Alors, d'où je parle? Je suis le coordinateur général des éducateurs de rue de la commune de Scarbeck. Vous pouvez voir des indications là sur la commune de Scarbeck. Je ne suis pas chargé de la politique de radicalisation de la commune, et donc je ne représente pas la commune de Scarbeck. Vous avez quelque part dans la salle la personne qui a été engagée récemment pour... Ah, je vois là. Clémence, tu peux te lever s'il te plaît? Si vous avez des questions concernant la politique de radicalisation de la commune, vous pouvez vous adresser à Clémence François, qui est... Alors, en tant... Donc, je ne suis pas sur le terrain, je gère une équipe de 36 éducateurs de rue, et ce que vous allez voir à la suite, c'est un peu l'état de nos débats et de la réflexion que nous menons autour des questions de la radicalisation. Alors, pour contextualiser un peu cette question, nous sommes partis, je vais commencer à l'exposer en partant de 2012, où en 2012, nous étions dans une situation particulière, c'est que nous avions des prédicateurs, des street dawa qui se retrouvaient près des mosquées et qui risquaient de se faire lyncher par la population. Effectivement, un père de famille n'a pas envie de voir son fils partir à l'étranger et se faire massacrer. Donc, nous étions alors à ce moment-là en se disant comment on va protéger ce qui nous semblait être des bras cassés et des clous. Nous avons pris un accord avec la police, nous avons établi une hotline téléphonique et lancé le message aux mosquées, de grâce, si vous voyez un prédicateur, ne faites rien, appelez la police qui agira immédiatement. 6 mois plus tard, premier départ. Là, nous étions un peu perdus. Que s'était-il passé entre les clowns et les bras cassés que nous voyons dans la rue et qui voulaient travailler comme prédicateurs, et après les départs? Alors, c'était déjà une petite vexation pour nous, parce que généralement, l'éducateur de rue, c'est tout ce qui se passe dans le quartier avant tout le monde. Et là, nous n'avons strictement rien vu. Nous avons alors resserré les observations. Nous avons observé beaucoup plus ce qui se passait dans le quartier, et nous avons continué à ne rien voir. Alors, il faut dire également que la situation, à mes yeux, empire aujourd'hui, puisqu'avant, un père de famille pouvait aller à la police pour dire « mon fils est parti, aidez-moi ». Maintenant, le père de famille sait que si le fils est parti, qu'il va revenir, il risque de se faire arrêter, donc l'information ne passe même plus. Donc nous sommes de plus en plus confrontés devant ce silence assourdissant. Alors, il nous est quand même arrivé d'être confrontés à un départ, et l'éducateur alors a investi la relation avec le jeune, et s'est trouvé tout de suite confronté à un refus et un sourire poli du jeune. Il vivait un sentiment d'impuissance devant le silence développé par ce jeune. Nous nous sommes rendus compte très vite qu'il s'agissait d'une forme de secret, une forme d'omerta qui était organisée. Et nous nous sommes interrogés, tiens, comment cette omerta se met en place? Et donc, pour vous parler de cette omerta, je vais vous présenter un clip vidéo qui est tiré de l'énorme production de 19HH. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez 19HH, vous allez voir une série de films qui apparaissent, tous films de propagande. Sur la photo, vous voyez Omar Diaby. Si vous tapez Omar Diaby... Ah. On le voit. Si vous tapez Omar Diaby sur un moteur de recherche, vous allez voir que c'est un des producteurs, un des initiateurs de 19HH. Vous allez le voir également dans le montage vidéo qui va suivre. Le film dure 1h58. J'ai prélevé quelques petits morceaux. Ah. Il y a des frissons à l'entrée. Alors, avant de regarder le film, il y a 5 caractéristiques à ce film. C'est là. Voilà. Apparaîtront déjà certaines caractéristiques du film. C'est une rhétorique qui tourne en rond, on passe d'un sujet à l'autre. Il y a quelque chose d'hypnotisant, d'envoûtant, avec des sourates chantées. Il y a toujours une espèce avant et après, donc une présentation du mal, et puis suivi une présentation du bien. Souvent, cette présentation du bien se fait par une sourate ou le message d'un savant. Voilà. Ça n'a duré que 6 minutes. Je vous souhaite une bonne projection. Il y a 4 positions possibles. Il y a à être dans le dénigrement. Vous avez vu les images de Charlie Hebdo. Vous pouvez être dans la manipulation.
Songez aux CRIF, par exemple, ou aux imams qui modifient la réalité. Vous pouvez subir, c'est-à-dire être victime de cette manipulation. Et vous pouvez accomplir votre vraie foi. Vous accomplir. Hein? Être, comme il est dit dans le film, les musulmans sont comme un océan, soyez l'écume de la mer. Être l'écume, être l'élu, se désavouer, quitter donc ses attaches pour pouvoir s'accomplir. Celui qui parle à quelqu'un qui est dans cette rhétorique, forcément, il sera dans une des quatre cases. Soit il sera dans le dénigrement, il sera jugé comme étant dans le dénigrement, soit il sera dans la manipulation, soit lui-même sera une victime et il subit. On comprend mieux maintenant comment le sourire poli peut se construire. Le sourire poli, c'est un message où on disait « Oui, je t'écoute, je t'aime bien, mais je sais que tu es complètement manipulé et tu n'es pas dans la vraie foi, et moi je suis l'élu. Donc, si tu ne l'es pas, c'est que ce n'est pas possible, c'est que tu ne vois pas les choses. Je ne vais pas t'expliquer ce qui se passe, sinon tu vas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. » Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est dans ce moment-là de la radicalisation, on ne peut plus rien faire. En tant qu'agent éducatif, on est coincé. Mais il faut dire que l'image se brouille pour l'instant. Hein. Nous sommes dans une réalité qui est mouvante. Au départ, on avait le Don Quichotisme et le romantisme, ceux qui partent pour sauver la cause, pour sauver les pauvres, les victimes et tout cela. Maintenant, il y a tout doucement un changement qui s'opère. Tout le monde a beaucoup ri quand il a vu l'émir montrer sa Rolex, l'émir de l'État proclamé Daesh. Ce n'est pas visible. Il faut prendre cette Rolex en compte. Il y a des gens aussi qui ont vu les photos de ces jeunes qui plongent dans des piscines de villas réquisitionnées, villas chic. Ce n'est pas visible, cela. Hein? Et non plus que les personnes qui sont détournées pour faire de la prostitution. Nous avons autre chose que la religion qui est en train de se jouer maintenant, également, qui est une forme de mercenariat. Entre la position du romantisme et la position du mercenariat, nous avons un curseur qui joue, qui est celui de l'opportunisme. Donc l'image, avec le temps, pourrait, je dis bien pourrait se brouiller. On n'aurait plus seulement les gens qui se pousser la barbe, mais des gens qui pourraient se teindre en blond pour aller gagner des sous ailleurs. 5 minutes. Et merde alors. Alors, concernant les départs en Syrie, une chose importante, c'est une probabilité faible. Nous sommes à 0,004% de la population qui est constatée par le départ. Mais l'incidence est forte, aussi bien pour ceux qui partent que pour ceux qui restent. Peut-être même plus pour ceux qui restent. Parce que nous avons une énorme population qui souffre de la stigmatisation par rapport à ces questions. Et il faut travailler sur cette population. Il faut aussi rappeler que les éducateurs n'ont rien vu. Les parents non plus, les mosquées non plus, les écoles non plus. Alors, on doit faire ce constat. Nous ne sommes pas du tout équipés ni formés pour les missions policières. C'est un domaine dans lequel nous sommes incompétents. Et nous devons donc opter pour une option pragmatique. Pas la peine d'aller jusqu'à l'idéologie, restons pragmatiques. Nous devons agir dans une logique de préventive, agir en amont. Alors, agir en amont, je ne détaillerai pas les propositions qui, j'espère, apparaissent, oui, mais surtout travailler sur le renforcement identitaire, et c'est travailler sur les aspects éducatifs, de prise de recul par rapport aux images. Pour vous dire que c'est une réalité qui est tout le temps en mouvement, quand ma collègue, la conseillère pédagogique, a voulu proposer cet axe de travail aussi, j'ai commencé par lui dire non. C'est pas pertinent. En fait, il devient avec le temps le plus pertinent, c'est Stéphanie Ars qui est là. Alors, vous avez, pour enchaîner avec ceci, voici un journal de bord de quelque chose de très curieux. C'est ce qui s'est passé avec Charlie. Où nous avions, le 7 janvier, tous les jeunes qui disaient « Je suis Charlie ». Et le 22 janvier, le message contraire « Je ne suis pas Charlie ». Qu'est-ce qui a fait que leur opinion s'est modifiée? On peut voir que dès le 9 janvier, avec le complot sur le rétroviseur, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, avec l'apparition des photos des deux personnes qui n'apparaissaient pas habituellement, Ahmed et le correcteur, les gens se disent, mais attendez, on est en train de nous tronquer la réalité ici. Il y avait aussi des Maghrébins qui ont été tués. Pourquoi on ne les voit pas eux? Et donc on a vu apparaître tout doucement, je suis Ahmed. Et donc, le groupe qui était tout à fait d'accord sur le je suis Charlie a commencé à se scinder en plusieurs sous-groupes qui sont mentionnés ici. Ensuite, un débat sur le film de Zemmour, sur le bouquin de Zemmour, a augmenté ce sentiment de il y a quelque chose qui ne va franchement pas. On veut faire porter le chapeau aux musulmans,
on est en train de nous charger. La marche républicaine a été interprétée par tout le monde comme ce n'est pas la marche pour les victimes, c'est une marche pour défendre le droit fondamental aux classes faibles. Enfin, en tout cas par les jeunes, c'est comme ça qu'il a été lu. Et donc, on a eu de plus en plus. Il y a Charlie Koulibaly, bah tiens, là on peut s'exprimer, là on ne peut pas s'exprimer. Il y a eu une série de doutes qui se sont réveillés, qui ont fait que l'opinion s'est complètement modifiée pour les jeunes. La catastrophe de l'intégration est un échec, ce truc de RTL, qui a vraiment diffusé largement sur tout Facebook, les jeunes s'en renvoyant l'adresse de ce site, a encore plus renforcé la chose. Un petit commentaire, c'est intéressant de se dire, tiens, peut-être que ces jeunes ne savent pas, et nous non plus. Nous ne savons pas quelle est la réalité. Mais ce que nous savons, c'est que leur opinion s'est modifiée. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des éléments qu'ils ont retenus et d'autres qu'ils n'ont pas retenus. De là l'amnésie sélective du titre. Ce que nous savons également, c'est que certains jeunes sont dans une position victimaire, la prédisposition. Sont dans une position victimaire où ils vont plutôt entendre une version qu'une autre version. Cet élément-là, c'est une vérité partagée par le groupe. Peut-être que cela pourrait être travaillé par votre façon de travailler, Sandrine et Miguel, que vous avez exposé ce matin, pour le journal. On pourrait très bien dire aux jeunes, tiens, comment vous avez progressé dans votre propre opinion, comment elle s'est modifiée, et de là donc arriver à une lecture critique de l'information. Alors on n'est pas aidé. On n'est pas aidé parce que vous avez ici un dessin de 42 à gauche, un dessin actuel à droite. Les deux ont des traits sémites, les deux ont les caractéristiques qui sont prêtées à l'époque à leur peuple, à leur communauté. Nous avons un juif, propagande ONI, et nous avons à droite une liberté d'expression. Si vous étudiez l'image, il n'y a pas de différence. Donc il y a quand même lieu de commencer à balayer devant notre porte sur des questions de ce type-là. On n'est pas aidé aussi quand des gens parlent d'islam de Belgique. J'avoue que je l'ai fait aussi. C'est une connerie monumentale. J'ai tapé sur Google catholicisme de Belgique, protestantisme de Belgique. Ça n'existe pas. Il y a chrétienté en Belgique, catholicisme en Belgique. Pourquoi ça n'existe pas? Parce que le dogme, le spirituel a une vocation universelle et pas locale. Les seuls qui ont une vocation locale, et encore, ce sont les orthodoxes avec les églises autocéphales. Mais là, on rajoute une touche de nationalisme. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Je ne pense pas. Donc le dogme est universel, il n'est pas local. Par contre, les églises, le temporel, l'organisation de l'église, droit à l'avortement, etc., etc., là, nous sommes sur des données plus temporelles. C'est là-dessus qu'il faut faire porter les choses. Donc, déjà, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise. Arrêtons de parler d'islam de Belgique. Ce serait comme si on voulait modifier le spirituel, mais voyons comment agir sur le temporel. Donc, les mosquées de Belgique, les imams de Belgique. Ok? Quoi? Une minute. Alors, voici un petit... Je vais le passer. En fait, nous sommes comme dans les thérapies de type personnel. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et vous ne comprenez pas votre mal-être. Je vais vous proposer une lecture du monde qui va vous remettre en cohésion avec ce monde. Et ensuite, je vais vous proposer une action. C'est ce que fait 19HH. Mais si 19HH fait ça, c'est parce que d'abord, je ressens un mal-être. Si l'image que je vois à la télévision m'agresse, c'est parce que je pense qu'on parle de moi. C'est parce que ça parle d'une faille identitaire. Nous cernons là donc un double enjeu. Travailler sur le renforcement identitaire. Le renforcement identitaire, c'est par exemple d'arrêter de dire musulman belge. On ne dit pas catholique belge. C'est un citoyen belge de confession. Et pratiquant, on peut encore mettre plein de trucs à côté. Méfions-nous de nos propres paroles. Donc le musulman Hassan Bekada, qui est là, c'est lui qui me disait ça il y a 2 jours. Parlons clairement, citoyen belge de confession musulmane. Dans le sud. Et travaillons tous ensemble à faire un renforcement identitaire et également un enjeu que nous avons tous à traiter ce mauvais bain dans lequel les jeunes baignent, qui est celui du complot. Qu'est-ce qu'il y a? Donc ceci explique autrement ce que j'ai dit précédemment. Le complot justifie l'omerta. L'omerta est indispensable en dessous. En tout cas, tout le monde ne part pas en Syrie, mais énormément de gens baignent dans cette idée de complot. Et là, il y a un travail de lecture de l'image et également de renforcement identitaire. Je conclus en disant 2 choses. Il y a donc à déconstruire
la notion de complotisme, et nous pouvons tous, en tant qu'éducateurs, travailler sur cette question, et nous devons aussi également travailler sur le renforcement des identités multiples des jeunes que nous connaissons. Et voilà, j'espère avoir pu répondre à certaines de vos questions, et je vous remercie. Bravo.